Alors, merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter une étude qui m'occupe depuis 2011. Nous tous utilisons des gestes chaque jour dans toutes nos interactions avec les autres. Tout au long de notre vie, la communication gestuelle joue un rôle fondamental et essentiel dans toutes les interactions sociales. Étudier le langage du corps a éveillé l'intérêt de plusieurs disciplines scientifiques. Il y a plus de 17 000 articles scientifiques qui portent sur l'étude de la communication non verbale. Mais je peux dire en toute bonne foi que je ne connais aucune recherche expérimentale sur les gestes et les postures des figurines anthropomorphes de l'art mobilier du Paléolithique supérieur. Une des questions essentielles dans la recherche sur l'art paléolithique, c'est le pourquoi. Pourquoi les hommes du Paléolithique supérieur ont-ils inventé l'art figuratif? Jean-Claude, spécialiste renommé dans ce domaine d'archéologie, a écrit « Le problème de fond pour l'art paléolithique, toujours posé, jamais résolu, est en effet le pourquoi. En fait, cette question se pose sur l'ensemble de l'art et pas seulement sur l'art du Paléolithique supérieur. Il y a une réponse à cette question qui semble peut-être banale en apparence, parce qu'elle est la plus simple et en même temps la principale pour communiquer. Je suis artiste dramatique de formation et l'art du théâtre est l'étude intense et réflexive de la narration à travers un dialogue entre le verbal et le non-verbal, le dialogue gestuel. Tous les animaux ont des systèmes particuliers de langage gestuel. Mais est-ce qu'il existe des gestes dont la signification est universelle dans notre langage gestuel humain? Des gestes qui transcendent les époques et les continents et qui appartiennent à notre système de communication comme espèce. Notre communication est bien sûr très influencée par la culture et le statut social. Mais par exemple, quand un bébé rit ou crie, partout dans le monde, ses parents savent lire ses émotions de la même façon. L'empathie, elle aussi, joue un rôle important dans mon raisonnement. Nos capacités empathiques sont énormes grâce à une région spéciale dans nos cerveaux où se trouvent des neurones miroirs. Chaque fois que j'observe quelqu'un dans une action, mes neurones miroirs sont actifs et je peux me mettre à sa place, même quand il s'agit d'un étranger avec qui il n'y a pas de compréhension linguistique possible. On a tendance d'imiter ces gestes. C'est l'empathie par imitation gestuelle. Je peux prévoir comment il ou elle va continuer à agir. Je peux deviner ses intentions. C'est la faculté bien connue de la théorie de l'esprit. La particularité chez les humains est que nos neurones miroirs sont également activés lorsque nous regardons une action fictive, représentée par une image, une histoire ou une sculpture. Ces réflexions en rapport avec ma profession de comédienne m'ont permis de concevoir une étude expérimentale sur les gestes des plus anciennes figurines anthropomorphes du monde. Alors, quels sont mes objets d'étude? Ce sont d'abord 4 figurines attribuées à l'Aurignaciens. La petite dame de Stratzing, désolée. La petite dame de Stratzing, c'est où c'est? Non, voilà. Cette
à gauche de vous. Un village, Stratzing est un village pas loin de Krems, en Basse-Autriche, trouvé près d'un foyer dans un... Là, merci. Trouvé près d'un foyer dans un site de plein air. Elle est âgée entre 36 et 32 000 ans et taillée dans de l'ardoise verte. Les autres 3 figurines, voilà, aurignaciens viennent du Jura souabe, une région relativement limitée en sud-ouest d'Allemagne. Toutes les 3 sont taillées dans de l'ivoire de mammouth. La dame de la grotte Hohlefels, elle a été trouvée en 2008 au fond de la grotte par l'équipe de Nicholas Conrad. Elle est la plus ancienne de l'ensemble, avec un âge estimé entre 40 et 30 000 ans. Elle est presque complète, sauf l'épaule gauche. En 1974, pendant les fouilles dans la grotte Geißenklösterle, Joachim Hahn a découvert un bas-relief minuscule, vieux de 34 à 30 000 ans, dans la strate aurignacienne, à la périphérie d'une zone de cendres d'eau calcinée. Il s'agit d'un therianthrope, un être mi-animal, mi-homme. Joachim Hahn, en raison de son geste des bras levés, l'a baptisé Ladron. Enfin, la figurine de droite est le célèbre homme lion de la grotte de Hohlensteinstadel, âgé approximativement de 32 000 ans. Avec 31,5 cm en hauteur, il est le plus grand de toutes ces représentations tridimensionnelles. Et comme pars pro toto d'un important groupe de figurines féminines du Gravettien, la culture archéologique qui suit l'Aurignacien, une des plus illustres, la Dame de Willendorf, souvent appelée la Vénus de Willendorf, trouvée dans une station de plein air près de Krems, encore une fois, en Basse-Autriche, au début du XXe siècle. Elle a environ 28 000 ans. Il y a beaucoup des autres figurines anthropomorphes féminines du Gravettien qui se ressemblent dans leur forme et leur posture. Néanmoins, pour cette étude, je me suis concentrée seulement sur la figurine de Willendorf. L'idée principale au centre de cette étude est la suivante. Tout art provoque des réactions émotionnelles chez les spectateurs, car tout art est créé par des humains et témoigne de l'esprit humain. J'ai travaillé sur 5 aspects principaux qui sont mis en œuvre dans une des techniques d'art performatif pour créer un caractère. Voilà les aspects formulés en question. Extraversion ou introversion, quel est votre état individuel? Autre que l'état social, l'état individuel se définit à travers de confiance en soi. Quel espace sentez-vous autour de vous? L'espace joue toujours un rôle très, très important dans le ressenti. Sentez-vous la présence d'autres êtres autour de vous? Si oui, combien? Et enfin, quel type d'émotion ressentez-vous? La technique s'appelle la geste psychologique. Le principe est simple. En faisant un certain geste avec insistance, on évoque le sentiment correspondant. Après avoir analysé les gestes et les postures inscrits dans chaque figurine, je les ai reproduits dans les croquis. J'ai demandé à 12 comédiens professionnels d'âge et de sexes différents et à un chorégraphe australien de participer dans cette étude. Afin de minimiser les influences culturelles, une de mes collègues a conduit la même expérimentation à Hanoï avec un groupe de 4 étudiants vietnamiens. J'ai rencontré chaque participant
séparément dans une salle de répétition pour lui montrer les croquis et des photos de chaque figurine, et sans divulguer des informations autres que le fait qu'il s'agissait des figurines du Paléolithique supérieur. J'ai ensuite demandé à chaque participant d'imiter la posture de ces figurines aussi précisément que possible. Chaque participant restait dans la position pour mieux comprendre les informations gestuelles et il a été ensuite soumis à les 5 questions. Il y a des caractères dans les figurines que j'ai ignorés en toute conscience. Par exemple, parmi leurs attributs, on trouve des mystérieuses incisions, voilà, dans toutes les figurines aurignaciennes, animales et humaines. Sur le groupe des figurines féminines du Gravettien, on trouve également des autres attributs intéressants, des liens autour des seins, de la poitrine et des poignets. Ici, c'est un détail de la Willendorferin. Voilà, c'est difficile de voir, mais il y a aussi un sort de lien sur le poignet. L'analyse de ces signes dépasse le cadre de cette présentation et j'ai décidé de les laisser de côté. Je vais aussi laisser de côté les considérations à propos du sexe ou de la métaphysique des figurines. Les rôles de genre sont généralement extrêmement déterminés dans différentes cultures. Et les cultures de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur sont si distantes de nos cultures contemporaines, sédentaires et matérialistes que c'est presque impossible de ne pas tomber dans le piège d'imposer nos propres notions culturelles sur ces figurines. Pour mon étude, je me suis donc concentrée uniquement sur les gestes et les positions. Je commence avec la Dame de Hohlefels. Elle a été trouvée brisée en 6 fragments, dont 5 ont été trouvés dans le niveau aurignacien le plus ancien de la grotte. Quand on a rassemblé les pièces, on a vu qu'elle était presque complète, il lui manque seulement l'épaule gauche. Cette photographie a été prise pendant une conférence de presse en 2009. La Dame de Hohlefels a produit une grande sensation dans le monde d'archéologie préhistorique. Voilà. La voilà entre les mains gantées de l'excavateur Nicholas Conant. C'est une figurine de petite taille, 59,7 mm de hauteur et 34,6 mm de largeur. À gauche, vous voyez le croquis gestuel. À droite, la figurine de profil et de face. Voilà. Le dos est tenu droite, les seins sont proéminents et très hauts, les bras sont fléchis et tenus près du corps. Les paumes des mains restent en dessous les seins sur les côtes inférieures. Les jambes sont droites, voilà, mais ils ne sont pas complétés. Les fesses sont délibérément plates. On a l'impression qu'elles n'ont pas d'importance. En contraste, la région génitale est proéminente. Une autre particularité est que cette femme n'a pas de tête, pas du tout. Celle-ci est remplacée par un petit anneau de suspension, voilà. On a découvert des traces qui indiquent qu'elle était bien suspendue. Voilà les résultats de l'analyse des questionnaires. En général, cette figurine évoque des émotions positives, de grande sensualité et d'aplomb. Quelques participants détectaient une sorte d'inhibition, j'arrive à le prononcer, inhibition dans la position des bras, une composante de protection. L'attention est dirigée vers l'environnement avec une inclination à interagir.
Les sens sont en éveil, l'état individuel général est positif. Désolée pour les photos qui ne sont pas de bonne qualité, mais ce sont des video stills parce que j'ai filmé l'entière étude avec une petite caméra. Voilà. La redécouverte de l'homme-lion est une véritable aventure archéologique. En 1939, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, l'excavateur Robert Wetzel trouvait environ 200 fragments d'ivoire de mammouth taillés au fond de la grotte Hohlenstein-Stadel dans les niveaux aurignaciens. Il les emballait dans une boîte où ils sont restés archivés et oubliés jusqu'en 1969, quand Joachim Hahn a décidé de s'occuper de la collection héritée de Robert Wetzel. Avec ses deux collègues Gert Albrecht et Hartwig Löhr, ils ont remonté tous ces fragments pour reconstituer cette figurine mixte entre homme et félidé. Publié en 1970, pour la première fois, l'homme-lion est devenu depuis un des objets les plus significatifs de l'art mobilier du Paléolithique supérieur. L'homme-lion est taillé dans une section de défense de mammouth, probablement une femelle ou un jeune, parce que sa courbature est légère. Il est dommage que la figurine soit si fragmentée. Il manque la majorité de la surface originelle. Seulement la surface de la partie supérieure du bras gauche a subsisté. Le petit triangle, de la région génitale et les parties basses de la jambe gauche. Avec 31 cm en hauteur, c'est la figurine la plus grande du Paléolithique supérieur et l'ivoire que nous connaissons pour l'instant, bien sûr. L'ivoire de mammouth est un matériau difficile à travailler. L'artisan qui a taillé cette figurine devait être un maître ou une maîtresse de son art. Et la courbure du tronçon de défense a probablement été intentionnellement choisie. Le tronc est très allongé, avec les proportions exagérées pour un être humain. Mais ce sont les proportions d'un corps de félidé, avec une tête d'un lion redressé, les oreilles érigées, dans une posture d'attention. Au contraire, la position de la forme de la partie inférieure du corps semble humaine. Les jambes avec les mollets sont humaines. Deux espèces se fusionnent dans cette sculpture. Les pieds sont légèrement écartés. Et il se tient campé sur la plante des pieds. Voilà. Les bras sont en position basse, légèrement séparés du corps. Les coudes sont légèrement fléchis. La courbure du corps dégage une impression de tension dynamique comme celle d'un arc tendu. Les participants qui ont tenu cette position observaient une grande tension musculaire, un potentiel dynamique et en général une sensation de grande vigueur. L'interprétation varie entre une attitude agressive ou peut-être dansante et très focalisée, avec une disposition à communiquer avec l'environnement. La majorité des participants détectaient une intention de se déplacer vers un but ou de saisir quelque chose. Un collègue en particulier qui avait été un gymnaste olympique a perçu cette posture comme la posture initiale avant de sauter dans l'action.
L'état individuel était reconnu comme très positif, avec une bonne conscience de soi. La dame de Stratzing est taillée de l'ardoise verte, un matériau local. On a d'abord trouvé beaucoup de fragments d'ardoise associés à des outils et des éclats de silex autour d'un foyer en plein air. En étudiant ces fragments, on a réussi à reconstituer cette petite silhouette à partir de 8 pièces. Elle a seulement 7,2 cm de hauteur. À cause de sa posture expressive, l'archéologue Christine Neugebauer-Marisch l'a baptisée Fanny la danseuse, en référence à Fanny Elssler, une célèbre danseuse autrichienne du XIXe siècle. Neugebauer-Marisch croit qu'elle a été cassée en cours de fabrication et que l'artisan a abandonné la pièce sur place. Le bras gauche est en position élevée, le torse est tourné vers la gauche, voilà. Comment ça veut dire en français? La bosse est interprétée comme un sein. Le bras droit est dirigé vers la cuisse droite, le pied droit légèrement plié. Cette position est interprétée comme très extravertie avec les sens ouverts et une inclination à interagir avec l'environnement. Les participants ont décrit un sentiment de joie de vivre, de légèreté, de contentement de soi avec une nuance érotique et séductive. Il y a une autre sculpture célèbre qui présente une posture similaire, Lady Liberty, mais observez les différences. Elles semblent mineures, mais sont bien visibles. Le coude est ouvert, le bras levé vers le haut. Ici, le torse est droit. On ne voit pas les jambes. C'est aussi une posture très expressive. On sent un but de communiquer avec l'environnement, mais l'attitude est très stricte. Voilà. Maintenant, le thérianthrope, l'être mi-homme, mi-animal, que l'archéologue Joachim Hahn a dénommé l'adorant. Les bras sont levés en haut. Les parties supérieures des bras et la poitrine semblent musclées. Voilà. Le torse est très allongé, comme celui de l'homme-lion. Les jambes sont solidement plantées sur terre et fortement écartées. Les genoux pliés. La posture est un peu asymétrique, je dirais peut-être avec un pied en avant. Voilà une esquisse qui montre ce que je veux dire. Le nom adorant n'est pas vraiment approprié. À première vue, c'est peut-être une posture qui évoque la bénédiction, mais le reste de la posture n'est pas en accord avec une notion de prière. C'est comme ça. Surtout, la position des mains dans cette geste ouverte est déterminante. Si les poings sont serrés, cela exprime plutôt la dominance, l'agression, la victoire, mais les mains ouvertes signalent quelque chose d'autre, peut-être une offre de l'amitié. « Oh non, non, je ne porte pas des armes. Hein. Ou peut-être la défense. « Non, 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 pas moi. Hein. » Malheureusement, ce détail ne peut plus être déterminé. La majorité des comédiens allemands, ou
et comédiennes allemandes, ont perçu cette attitude comme ambivalente et fortement dépendante du contexte. Ils ont proposé plusieurs associations possibles, depuis celle d'un mage jusqu'à celle d'un être sacrifié. Les participants ont décrit la posture comme très expansive. Les gestes prennent beaucoup de place. Ils ont eu l'impression d'être entourés d'autres personnes. Certains participants ont ressenti le besoin de communiquer avec quelqu'un d'extérieur. Un détail de l'enquête menée à Hanoï est intéressant. Les 2 étudiants vietnamiens ont été persuadés qu'il s'agissait d'un personnage d'une grande vigueur et de pouvoir. Par contre, les 2 étudiantes vietnamiennes, au début, semblaient être gênées de prendre cette posture. C'est à propos des influences culturelles. Cette attitude favorise une respiration profonde. Le tonus musculaire est fort à travers tout le corps et particulièrement dans les jambes et les muscles de la région abdominale. Le bas-relief du Geissenklösterle est vraiment minuscule. Ses dimensions sont de 3,8 cm en hauteur et 1,9 cm en largeur. Il est si petit que pour le regarder proprement, il faut se pencher sur lui, dans un geste presque intime. Ce geste intime est peut-être significatif. Il est impossible de définir cet appendice curieux entre les jambes, une queue, une pièce d'étoffe, un pénis grotesque. De toute façon, le bas-relief n'est pas un fragment même si sa surface est abîmée. Autour du cadre, il y a des incisions et le dos montre 4 séries à 13 petites cupules. Plus ou moins dans la même région, on a trouvé 2 autres petites figurines en ivoire de mammouth qui ont été rapprochées de l'homme-lion et de la figurine de Geissenklösterle. Une figurine anthropomorphe nommée Löwenmenschle, petit homme-lion en argot souabe, 6,9 cm en hauteur, trouvé dans la grotte Vogelherd, dans la vallée de la Laune, et un autre homme-lion en miniature, Kleiner Löwenmensch en allemand, 2,5 cm de hauteur, trouvé pendant des fouilles en 2002 dans la grotte Hohlefels, où on a trouvé la dame de Hohlefels. Ils se ressemblent par leur attitude, les proportions et le fait que tous les 4... Pardon? Ouais. Voilà. Ils se ressemblent par leur attitude, les proportions et le fait que tous les 4 ont des têtes de félins. Sommes-nous en présence d'un mythe majeur autour d'un homme-lion dans la région du Jura souabe, dont les 4 thérianthropes seraient l'expression matérielle peut-être? Nicolas Conrad, qui a fouillé plusieurs sites du Jura souabe, a écrit que la probabilité de trouver une telle figurine est déjà faible. Et on en a trouvé 4 dans une région assez réduite. Voilà, la soi-disant Vénus de Willendorf. C'est une des plus célèbres figurines féminines de l'art mobilier du Gravettien. Elle appartient à un important groupe de figurines qui se ressemblent. Elles sont âgées entre 28 et 24 000 ans et leur site de découverte s'étend sur approximativement 3000 km entre le sud-ouest de la France, la Dame d'Espug, et les plaines, voilà, ici c'est la Willendorf, et les plaines de la Russie, Kostionki. Leurs formes sont particulièrement opulentes, parfois obèses, avec des seins lourds, des ventres rebondis, les hanches larges.
Les pieds sont soit absents, soit atrophiés. Les bras aussi sont soit absents, soit atrophiés par rapport du corps. Les figurines sont nues, la plupart ont la tête courbée et sans visage, sinon elles sont très travaillées. Ce sont des formes au canon précis, schématisées, malgré les variantes régionales. Leur présence indique un fond culturel commun qui s'est diffusé sur des grandes distances géographiques et temporelles. Quels sont les traits décisifs? Voilà. La tête est baissée et les genoux pressés l'un contre l'autre. De plus, les genoux sont légèrement fléchis. Les bras sont près du corps. Les coudes fortement pliés, les mains couvrent la fourchette sternale, un geste, comme on dit en anglais, self-soothing, c'est-à-dire pour assurer de soi-même, signalant insécurité, par exemple, ou ou malaise émotionnel. Le tonus musculaire semble faible. Voilà. Ça, c'est la position. En général, cette posture évoquait des sensations dans le spectre sombre des émotions. Angoisse, deuil, tristesse, l'envie de communiquer avec l'environnement était fortement réduite, les sens étaient tournés vers l'intérieur. On se sent très introverti, passif, vulnérable. Je vous invite d'imiter le geste, si vous voulez. L'environnement est perçu comme menaçant. Certains participants se sont demandé si cette position n'était pas une position de soumission ou peut-être une sorte de tentative pour se calmer de soi-même. La musculature perçue comme flasque est le résultat de la posture des genoux et du torse avec la tête baissée. J'ai demandé à plusieurs reprises aux participants s'il s'agissait d'une attitude méditative, comme l'anthropologue américain Felicitas Goodman avait suggéré. Les participants n'étaient pas sûrs, en particulier à cause de la position inconfortable de la partie inférieure du corps. Il y a un autre détail qui m'a longtemps fait réfléchir. Les figurines de ce groupe gravétien n'ont pas de visage. Elles ont la tête baissée, mais pas de visage. Mais par ailleurs, elles sont très détaillées. Je pense que le visage est un signe d'individualité. La dame de Hohlefels non plus n'a pas de tête, mais on peut dire qu'elle peut avoir plusieurs visages grâce à l'anneau de suspension. Dans notre étude, l'interprétation des postures des figurines aurignaciennes est en accord avec l'interprétation que l'on en a généralement faite. Elle exprime vigueur, dominance et parfois agressivité. Les résultats obtenus sur le langage gestuel de la dame de Willendorf, et on peut y ajouter les autres figurines gravétiennes de même type, suscitent par contre des doutes sur leur interprétation comme magnification de la fertilité féminine. C'est l'interprétation la plus fréquente que l'on trouve dans la littérature préhistorique et dans les expositions. On l'a vu comme symbole d'un culte voué aux femmes. Moi, je crois ce jumping to conclusions, un peu trop vite attribué. Ce sont certes des figurines féminines, mais peut-être ce ne sont pas les attributs de féminité manifestes qui comptent. Sans doute sont-elles l'expression puissante d'un grand mythe. On les trouve diffusés par un vaste espace à l'échelle de plusieurs millénaires, mais leur expression d'angoisse,
de vulnérabilité, de concentration sur elle-même, de silence même, indiquent des idées plus complexes et plus secrètes que leur forme extérieure généreuse suggère. Interpréter l'art du paléolithique supérieur n'est pas une affaire simple, mais toujours très passionnante, comme pour l'art en général. Il y a une quantité de pièges, de préjugés culturels, etc. Néanmoins, je suis convaincue que les gestes et les postures que les figurines nous montrent nous parlent directement, même alors que leur contexte culturel est irrémédiablement perdu. Je termine avec une vidéo d'un rituel contemporain dans son contexte pour illustrer le pouvoir du langage gestuel. Il ne faut pas le confondre avec les contextes inconnus des figurines du Paléolithique supérieur, mais quand même, vous y trouverez presque toutes les postures dont je vous ai parlé.